Tes filles sont là-bas, dit une fillette à un millionnaire qui avait perdu ses 2 filles jumelles. Alors, ils entrent dans la maison de campagne abandonnée que la petite fille a indiquée et découvrent quelque chose de bouleversant. Dites-moi depuis quelle ville vous me regardez. J'adorerais savoir d'où vous venez, et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je compte sur votre aide. La pluie d'avril martelait les immenses baies vitrées de la manufacture de meubles Dubois Frères avec une fureur obstinée, un martèlement incessant qui semblait faire écho au désespoir sourd qui rongeait Stéphane de l'intérieur depuis 2 interminables années. À 52 ans, cet entrepreneur à succès de Chinon n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Ses cheveux poivre et sel, autrefois méticuleusement coiffés, partaient en épis indisciplinés. Sa barbe de quelques jours, inégale et mal taillée, témoignait d'une profonde négligence envers lui-même, et ses yeux marrons, jadis vifs et pétillants de détermination, portaient désormais un fardeau de tristesse si lourd qu'il semblait inextinguible. Il était 14 heures, un mardi pluvieux, lorsque Stéphane quitta la manufacture plus tôt, pour la 3e fois de la semaine. Ses employés, habitués à son dévouement quasi obsessionnel, chuchotaient dans les couloirs, leurs regards inquiets suivant sa silhouette voûtée. Mais depuis que Manon et Chloé avaient disparu, volatilisés lors de cette maudite promenade au parc des Tanneurs, Stéphane était incapable de se concentrer. Chaque nouveau projet, chaque meuble sortant des ateliers, chaque succès de l'entreprise lui paraissait vain et dérisoire face au gouffre béant que ses jumelles de 8 ans avaient laissé dans sa vie. Son mariage avec Sandrine s'était effondré 6 mois après la disparition. Elle n'avait plus supporté de le voir arpenter chaque recoin de la ville, distribuer des milliers de prospectus avec leurs visages souriants, offrir des récompenses qui avaient atteint 100 000 €, interpeller des inconnus dans la rue qui présentaient la plus infime ressemblance avec ses filles. « Tu es malade, Stéphane ?» lui avait-elle crié lors de leur dernière dispute, avant de faire ses valises et de partir s'installer chez sa sœur à Paris. « Tu as choisi cette obsession plutôt que ce qu'il restait de notre famille. » Mais comment ne comprenait-elle pas? Comment pouvait-il simplement continuer à vivre, alors que ses petites étaient perdues quelque part? Souffrant, peut-être. Probablement. Stéphane secoua violemment la tête, chassant les pensées funestes qui le tourmentaient chaque nuit. Il conduisit son break familial à travers les rues détrempées de Chinon, dépassant les quartiers cossus où il résidait pour atteindre la périphérie de la ville. Ces derniers mois, il avait pris l'habitude de distribuer de la nourriture aux sans-abri et aux familles dans le besoin. Une activité qui, d'une manière ou d'une autre, apaisait son angoisse. Était-ce le fait d'aider d'autres personnes vulnérables, ou l'espoir secret qu'en faisant le bien, l'univers lui rendrait ses filles? Il s'arrêta devant une cité HLM délabrée où il savait que plusieurs familles luttaient. Il chargea les sacs de provisions du siège arrière et commença sa distribution habituelle. C'est en arrivant au bout de la rue, près d'un hangar industriel désaffecté, qu'il la vit pour la première fois. Léa était une enfant de 4 ans qui semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Ses cheveux bruns, emmêlés et sales, formaient des nœuds qui n'avaient sans doute jamais vu un peigne. Ses vêtements n'étaient que des haillons qui couvraient à peine son petit corps maigre. Elle était assise seule sur le trottoir, jouant avec des cailloux qu'elle alignait méticuleusement. Mais ce furent ses yeux qui paralysèrent Stéphane. Des yeux sombres, perçants, qui semblaient porter une sagesse bien au-delà de son jeune âge, une tristesse qu'il ne connaissait que trop bien. « Bonjour, petite » dit Stéphane en s'accroupissant à sa hauteur, un sac de nourriture à la main. « Tu es toute seule ?» Léa leva les yeux vers lui, étudiant son visage avec une intensité troublante. Pendant un long moment, elle l'observa en silence, comme si elle évaluait s'il était digne de confiance. Puis, d'une voix rauque, étrange pour une si petite fille, elle murmura « Je sais où sont tes filles. » Le monde de Stéphane s'arrêta. Le bruit de la pluie, le son lointain du trafic, sa propre respiration même, tout sembla cesser. Il eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Léa pointa son doigt sale vers le hangar industriel au bout de la rue. « Tes filles sont là-bas. Manon et Chloé. Elles ont laissé des dessins pour que tu les trouves. » Les jambes de Stéphane tremblèrent si fort qu'il faillit tomber à la renverse. Comment cette enfant pouvait-elle connaître les prénoms de ses filles? Comment savait-elle qu'elles dessinaient? Manon et Chloé adoraient dessiner. C'était l'une de leurs activités préférées. Son cœur s'emballa à tel point qu'il crut qu'il allait avoir une crise cardiaque, là, sur le trottoir mouillé. « Comment tu sais ?» demanda-t-il, la voix étranglée, en saisissant délicatement les petites épaules de l'enfant. « Comment connais-tu leurs prénoms ?» Léa se leva et commença à marcher en direction du hangar,
se retournant pour s'assurer que Stéphane la suivait. J'habitais là-dedans, avec d'autres filles. Il y avait plein de dessins sur les murs. Certains avec le nom Manon, d'autres avec Chloé. Des dessins de papillons et de fleurs. Stéphane la suivit comme dans un état de transe, ses pas s'accélérant à mesure qu'ils approchaient du bâtiment abandonné. Le hangar était immense, avec des fenêtres brisées et une porte en métal rouillé qui était entr'ouverte. Léa poussa la porte avec une force surprenante pour sa taille, et ils pénétrèrent dans l'espace humide et silencieux. Ce que Stéphane vit à l'intérieur fit finalement céder ses jambes. Sur les murs de béton gris, des centaines de dessins d'enfants étaient collés ou gribouillés directement sur la surface. Il y avait des maisons, des animaux, des familles, des soleils, des nuages, des fleurs, une explosion de couleurs et d'imagination enfantine qui contrastait de manière saisissante avec la désolation du lieu. Et là, au centre d'un mur, se trouvaient des dessins inimitables. Des papillons violets avec la signature « Manon » en dessous. Et des marguerites jaunes signées « Chloé ». Stéphane s'approcha du mur en tremblant, tendant la main pour toucher les dessins comme s'il s'agissait de reliques sacrées. C'était exactement la façon dont ses filles dessinaient. Manon faisait toujours des papillons avec des ailes immenses et détaillées. Et Chloé adorait les fleurs simples mais très colorées. Les signatures étaient identiques à l'écriture qu'ils connaissaient si bien sur leur cahier d'école. « Où sont-elles maintenant » demanda-t-il en se tournant vers Léa, des larmes coulant sur son visage. « Où sont mes filles » La petite le regarda avec une expression triste. « Une dame est venue chercher toutes les filles. Elle a dit qu'elle nous emmenait dans un meilleur endroit, qu'on aurait à manger tous les jours et des lits bien chauds. Mais j'ai eu peur et je me suis caché. Quand elle est partie avec les autres, je me suis enfui d'ici. » Quelle dame ? Comment était-elle ? Stéphane s'accroupit de nouveau, ses mains tremblantes agrippant les épaules de Léa. Une dame avec des cheveux noirs et des lunettes. Elle parlait gentiment, comme les maîtresses d'école. Elle a dit qu'elle s'appelait Valérie. Elle venait souvent ici pour apporter de la nourriture et des couvertures aux filles. Elle disait qu'elle connaissait de bonnes familles qui voulaient s'occuper d'enfants sans papa ni maman. Le nom de Valérie résonna dans l'esprit de Stéphane comme un écho lointain. Il y avait quelque chose de familier, mais il n'arrivait pas à situer le souvenir. Son esprit était embrumé par la découverte des dessins et par la proximité qu'il ressentait de ses filles pour la première fois en 2 ans. Quand est-ce que c'est arrivé ? Quand elle a emmené les filles ? Léa compta sur ses doigts, se concentrant intensément. Il y a beaucoup de jours. Quand il faisait encore froid le matin. Je suis toute seule ici depuis longtemps. Stéphane calcula mentalement. Si c'était pendant l'hiver, cela faisait au moins 3 ou 4 mois. Un frisson parcourut son échine à l'idée que ses filles avaient été emmenées par une inconnue vers une destination incertaine. Mais en même temps, un espoir désespéré jaillit dans sa poitrine. Pour la première fois en 2 ans, il avait une piste concrète. Il avait un nom, Valérie. La pluie avait cessé dehors et des rayons de soleil commençaient à percer à travers les vitres brisées du hangar, illuminant les dessins sur les murs. Stéphane se releva lentement, son regard balayant chaque dessin, chaque trace laissée par les enfants qui étaient passés par là. Combien de familles devaient être désespérées, comme lui, à la recherche de leurs enfants ? Combien d'histoires de souffrance ces murs avaient-ils vues ? Léa, dit-il enfin, tu n'as personne pour s'occuper de toi ? La fillette secoua la tête. Ma maman est partie il y a très longtemps. Je ne me souviens même plus bien de son visage. Stéphane sentit son cœur se briser une fois de plus. Cet enfant était complètement abandonné, survivant seul dans les rues de Chinon, pendant que lui cherchait désespérément ses propres filles. Veux-tu venir avec moi ? Je peux te donner à manger, un bain chaud, des vêtements propres. Les yeux de Léa s'emplirent de larmes, pour la première fois, elle sourit. Un petit sourire hésitant, mais authentique. Tu me laisseras repartir après ? Seulement si tu le souhaites, répondit Stéphane en lui tendant la main. Mais pour l'instant, tu peux m'aider à trouver cette dame, Valérie. Léa prit sa main, et ensemble, ils quittèrent le hangar en direction du break familial. Stéphane savait que sa vie venait de basculer complètement au cours de ces dernières minutes. Il avait une piste concernant ses filles, une nouvelle responsabilité envers Léa, et une détermination renouvelée qu'il n'avait plus ressentie depuis 2 ans. Mais il savait aussi que le voyage qui commençait maintenant serait encore plus difficile et douloureux que tout ce qu'il avait affronté jusqu'alors.
La maison de Stéphane à Chinon ressemblait à un musée de la douleur. Chaque pièce conservait des souvenirs intacts de Manon et Chloé. Les chambres des filles étaient restées exactement comme au jour de leur disparition, avec des poupées encore éparpillées sur le sol et des dessins collés sur le réfrigérateur. Lorsque Léa pénétra pour la première fois dans le salon, ses yeux s'écarquillèrent en voyant les photographies des jumelles disposées sur toutes les surfaces disponibles. C'était comme si elle était entrée dans le sanctuaire de deux fillettes qu'elle ne connaissait que par les gribouillis laissés sur les murs froids d'un hangar abandonné. « Ce sont elles » murmura Léa, en pointant une photo où Manon et Chloé souriaient, enlacées dans le jardin. Manon riait toujours plus fort que Chloé. Et Chloé aimait bien embrasser les fleurs avant de les dessiner. Le cœur de Stéphane se serra en entendant des détails si intimes sur ses filles, venant de la bouche d'une enfant qui n'aurait même pas dû les connaître. Comment Léa pouvait-elle savoir ces choses ? Combien de jours avaient-elles passé ensemble dans ce hangar sinistre? Pendant les 3 jours suivants, Stéphane se plongea dans une recherche obsessionnelle de la moindre trace d'une femme nommée Valérie Mercier. Il laissa Léa aux soins de Monique, son ancienne gouvernante, qui était revenue travailler pour lui en apprenant la situation de la fillette. Il parcourut tout Chinon, visita des orphelinats, des crèches, des centres de santé, des églises, tout lieu où une assistante sociale ou une bénévole de ce nom aurait pu travailler. Le 4e jour, sa persévérance fut récompensée de manière inattendue. Le père Jean, de l'église locale, fronça les sourcils lorsque Stéphane mentionna le nom. Valérie Mercier. Murmura le religieux en fouillant dans de vieux papiers sur son bureau. Elle a été bénévole ici il y a quelques années. Une femme dévouée aux enfants dans le besoin, mais il y avait quelque chose chez elle qui m'inquiétait. Quel genre d'inquiétude? Stéphane se pencha en avant, le cœur battant la chamade. Elle était excessivement impliquée. Elle était bouleversée lorsque nous voyions des enfants en situation de risque et que nous ne pouvions faire plus qu'offrir une assistance de base. Elle disait toujours qu'elle connaissait des familles spéciales qui pourraient mieux s'occuper de ces enfants que leur propre famille à problème. Le sang de Stéphane se glaça. « Savez-vous où je peux la trouver ?» Le père Jean hésita avant de répondre. J'ai su qu'elle avait été licenciée de son travail à la mairie il y a quelques mois, des problèmes liés à des procédures irrégulières dans le domaine de l'aide sociale. Mais j'ai entendu dire qu'elle vivait dans une cité près du centre. Avec l'adresse griffonnée sur un papier froissé, Stéphane se rendit à la cité Saint-Vincent. C'était un complexe d'immeubles usés où des familles à faible revenu luttaient pour survivre. Il monta jusqu'au 3e étage du bloc B et frappa à la porte de l'appartement 304. Une femme d'une 50aine d'années ouvrit, et Stéphane reconnut immédiatement la description de Léa. Cheveux noirs grisonnants, lunettes épaisses, et une expression qui mêlait bonté et quelque chose d'indéfinissablement troublant. « Valérie Mercier ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. La femme recula légèrement. « Qui la demande ? » Je m'appelle Stéphane Dubois. J'ai besoin de vous parler de certains enfants que vous avez aidés. Le visage de Valérie pâlit, et elle regarda nerveusement de chaque côté du couloir avant de le laisser entrer. L'appartement était petit et sombre, avec des piles de documents et de photographies éparpillées dans tous les coins. Stéphane remarqua immédiatement des dizaines de photos d'enfants collées au mur, des garçons et des filles de tous âges, tous avec des expressions vulnérables. « J'ai toujours voulu aider », commença Valérie avant même que Stéphane ne puisse poser de questions. Ses mains tremblaient tandis qu'elle arrangeait des papiers sur la table. Tant d'enfants qui souffrent, tant de familles qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Je leur trouvais de meilleures familles, des gens qui pouvaient leur donner un véritable amour. Où sont mes filles? Stéphane alla droit au but, sa voix chargée d'une douleur qu'il ne parvenait plus à cacher. Valérie le regarda, confuse. Vos filles? Je ne comprends pas. Manon et Chloé Dubois. 2 jumelles de 8 ans. Elles étaient dans le hangar de la zone industrielle. Une petite fille m'a dit que vous les aviez emmenées dans une famille. La confusion sur le visage de Valérie se transforma en ce qui semblait être de la reconnaissance, puis de la peur. Les filles des dessins de papillons, murmura-t-elle. Elles parlaient tellement de leur papa. Je pensais qu'elles étaient orphelines, comme les autres. Stéphane sentit le monde tourner autour de lui. Orphelines? Elles ne sont pas orphelines. Je suis leur père. Elles ont disparu il y a 2 ans. Non, non, non. Valérie se mit à secouer la tête frénétiquement. Elles étaient abandonnées, seules, affamées. Je voulais juste aider.
Je leur ai trouvé une famille adorable, des gens bien qui voulaient tellement avoir des enfants. Quelle famille? Où? Valérie se précipita vers un tiroir et se mit à fouiller désespérément dans des papiers. J'ai tout noté, je note toujours tout. Les Vanderberg. Un couple néerlandais qui possède une exploitation florale à Grasse. Ils ont perdu un fils il y a des années et voulaient tellement être à nouveau parents. Grasse, la ville des fleurs, à quelques heures de Chinon. Stéphane sentit un mélange d'espoir et de terreur le parcourir. Ses filles étaient vivantes, à quelques heures de lui, mais elles vivaient aussi avec des étrangers depuis des mois, pensant peut-être qu'il les avait abandonnées. Vous avez l'adresse exacte? Valérie lui tendit un papier d'une écriture tremblante. Domaine des Tulipes Royales, route d'Amétépec, kilomètre 12. Mais s'il vous plaît, monsieur, vous devez comprendre. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je pensais vraiment que je sauvais ces enfants. Stéphane prit le papier et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Vous avez fait ça avec combien d'enfants? J'ai perdu le compte, admit Valérie en s'effondrant sur une chaise. Mais ils sont tous allés dans de bonnes familles. Je le jure. Je vérifiais toujours si c'était des gens de confiance. En sortant de l'appartement, Stéphane appela immédiatement Sandrine. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que son ex-femme ne réponde d'une voix froide. Stéphane, je t'ai déjà dit que je ne veux plus. Sandrine, je les ai retrouvés, l'interrompit-il, la voix brisée par l'émotion. J'ai retrouvé Manon et Chloé. Le silence à l'autre bout du fil dura une éternité. Quand Sandrine parla à nouveau, sa voix était cassée. Qu'est-ce que tu racontes? Elles sont à Grasse, avec une famille néerlandaise. Une femme les a emmenées, pensant qu'elles étaient orphelines. Sandrine, nos filles sont en vie. Le sanglot qui parvint à travers le téléphone fit à nouveau se briser le cœur de Stéphane. Pendant 2 ans, Sandrine avait lutté entre l'espoir et l'acceptation que ses filles pouvaient être parties pour toujours. Maintenant, la possibilité de les retrouver la laissait complètement vulnérable. Je viens avec toi, dit-elle enfin. Quand? Maintenant. Je passe te prendre à Paris. Stéphane. Et si elles ne se souviennent pas de nous? Et si elles sont heureuses là-bas et ne veulent pas revenir? C'était exactement la peur qui tourmentait Stéphane depuis qu'il avait quitté l'appartement de Valérie. Ses filles avaient 8 ans quand elles avaient disparu. Elles en avaient maintenant 10. 2 ans, c'était une éternité dans la vie d'un enfant. Combien de leurs souvenirs de lui et de Sandrine restaient intacts? À quel point cette nouvelle famille néerlandaise était-elle devenue leur monde réel? Ça n'a pas d'importance, répondit-il, bien que sa voix trahît sa propre incertitude. Ce sont nos filles. Nous allons les ramener à la maison. Mais alors qu'il rentrait chez lui pour chercher Léa avant de continuer vers Paris, une série de questions tourmentantes commença à bombarder son esprit. Comment expliquerait-il aux filles qu'il ne les avait pas abandonnées? Comment leur ferait-il comprendre qu'il les avait cherchées chaque jour pendant 2 ans? Et plus important encore, comment pourrait-il garantir que cette transition ne les traumatiserait pas davantage? Quand il arriva à la maison, il trouva Léa jouant dans le jardin avec Monique. La fillette courut dans sa direction avec un sourire aux lèvres. Le premier sourire authentique qu'il avait vu depuis qu'il l'avait trouvée. « Tu as trouvé la dame Valérie » demanda-t-elle, ses yeux brillants d'espoir. « Je l'ai trouvée. Et j'ai découvert où sont Manon et Chloé. » Le sourire de Léa vacilla légèrement. « Tu vas les chercher maintenant » Stéphane s'accroupit à sa hauteur, percevant pour la première fois la complexité émotionnelle que cette situation créait. Léa s'était attachée à lui ces derniers jours, et il savait qu'elle avait peur d'être à nouveau abandonnée lorsque ses vraies filles reviendraient. « Léa, tu continueras à faire partie de notre famille, dit-il fermement. Manon et Chloé vont adorer avoir une petite sœur. » Mais même en prononçant ces mots, Stéphane se demandait s'il pourrait tenir cette promesse. Comment serait-ce de réunir 3 filles qui avaient vécu des traumatismes si différents? Comment équilibrerait-il les besoins émotionnels de ses filles biologiques avec ceux de Léa, qui avait aussi désespérément besoin de stabilité et d'amour? Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour le voyage le plus important de sa vie, Stéphane regarda par la fenêtre en direction de la ville de Grasse. Quelque part, sur ces terres de fleurs, ses filles dormaient, n'imaginant probablement pas que le père qu'elles aimaient en était qu'à quelques kilomètres, planifiant les retrouvailles qui changeraient toute leur vie pour toujours.
Le trajet jusqu'à Grasse sembla durer une éternité. Stéphane conduisait en silence, avec Sandrine sur le siège passager et Léa endormie à l'arrière. Les retrouvailles avec son ex-femme avaient été tendues et douloureuses. Sandrine était visiblement plus mince, avec des cernes profonds qui trahissaient des nuits sans sommeil, et son regard portait un mélange d'espoir désespéré et de peur de ce qu'il pourrait trouver. « Tu crois vraiment que ce sont elles ?» demanda Sandrine pour la 10e fois, sa voix tremblante brisant le silence de la voiture. Léa connaissait des détails que seules nos filles pouvaient savoir, répondit Stéphane en serrant le volant avec force. Les dessins dans le hangar étaient identiques à ceux qu'elle faisait. Le domaine des tulipes royales se trouvait dans une région rurale de Grasse, entourée de champs de fleurs colorées qui s'étendaient à perte de vue. Quand ils arrivèrent enfin au portail de la propriété, Stéphane sentit son cœur s'emballer. Une plaque en français et en néerlandais indiquait que là vivaient Henri et Marie Vanderberg. La maison était grande et accueillante, avec un jardin impeccablement entretenu où des dizaines de variétés de tulipes créaient une mosaïque de couleurs. Stéphane se gara devant le porche et respira profondément avant de réveiller Léa. « Nous sommes arrivés, » dit-il doucement, en regardant la fillette se frotter les yeux endormis. Henri Vanderberg apparut sur le seuil avant même qu'il ne puisse frapper. C'était un homme grand, d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et aux yeux bleus bienveillants. Son visage montra de la surprise en voyant les visiteurs inattendus. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il en français avec un accent marqué. « Monsieur Vanderberg, je m'appelle Stéphane Dubois. J'ai besoin de vous parler de 2 filles qui vivent ici, Manon et Chloé. » L'expression d'Henri changea instantanément, passant de la cordialité à une inquiétude évidente. « Comment savez-vous pour les filles ?»« Parce que ce sont mes filles, » répondit Stéphane, la voix brisée par l'émotion. Marie, qui apparut derrière son mari, était une femme d'une petite 50aine d'années aux cheveux blonds grisonnants et à l'expression maternelle. En entendant les mots de Stéphane, elle porta les mains à sa bouche, choquée. « Ce n'est pas possible, » dit-elle dans un français hésitant. « Valérie nous a dit qu'elles étaient orphelines, qu'elles n'avaient pas de famille. » « Valérie a menti, » intervint Sandrine en sortant de la voiture, les larmes aux yeux. « Nos filles ont disparu il y a 2 ans lors d'une promenade au parc. Nous avons des papiers, des actes de naissance, des photographies. » À ce moment, des rires d'enfants résonnèrent depuis l'arrière de la maison. Stéphane sentit ses jambes flageoler en reconnaissant ce son qu'il avait tant attendu. C'étaient les éclats de rire de ses filles. « Opéa, viens voir !» cria une voix enfantine en français mêlé de mots néerlandais. Les tulipes jaunes ont fleuri. Henri et Marie se regardèrent avec des expressions angoissées. Pendant des mois, ils s'étaient profondément attachés aux filles, les traitant comme les petites filles qu'ils n'avaient jamais eues. La possibilité de les perdre était dévastatrice. « Entrez, s'il vous plaît, » dit finalement Henri. « Mais les filles. Elles nous appellent Opéa et Oma. Elles ne se souviennent pas de vous depuis longtemps. » En entrant dans la maison, Stéphane fut saisi par une sensation surréaliste. L'atmosphère était chaleureuse, avec des photographies des filles éparpillées sur les murs, des dessins d'enfants sur le réfrigérateur et des jouets soigneusement rangés dans le salon. Il était évident que Manon et Chloé étaient aimées et bien soignées ici. « Oma, Oma !» crièrent 2 voix venant du jardin arrière. Lorsque les filles apparurent en courant par la porte de la cuisine, le temps sembla s'arrêter complètement. Manon et Chloé étaient plus grandes, avec des visages plus matures, mais c'étaient indubitablement ses filles. Manon avait les cheveux bruns plus longs, attachés en queue de cheval, et Chloé avait gardé ses cheveux courts comme elle l'avait toujours aimé. Toutes 2 portaient des vêtements colorés et avaient des expressions heureuses et saines. Mais en voyant les visiteurs inconnus, les filles s'arrêtèrent brusquement, se cachant derrière Marie avec timidité. « Qui sont-ils, Oma ?» demanda Chloé en s'agrippant à la jupe de la dame néerlandaise. Stéphane eut l'impression de recevoir un poignard en plein cœur. Ses propres filles ne le reconnaissaient pas. 2 ans avaient suffi à effacer leurs souvenirs de lui et de Sandrine. « Mes petites, » dit Marie d'une voix douce, « ce sont des gens qui sont venus nous parler de vous. » Sandrine ne put se contenir. Elle tomba à genoux à la hauteur des filles, les larmes coulant sur son visage. « Manon, Chloé, vous vous souvenez de maman ?» Les jumelles se regardèrent, confuses. Il y avait quelque chose de familier chez cette femme en pleurs, quelque chose qui touchait à des souvenirs lointains et nébuleux. Manon fut la première à faire un pas hésitant en direction de Sandrine. « Tu ressembles à quelqu'un de mes rêves, » murmura-t-elle.
Et tu as la même voix que la femme qui me chantait une chanson quand j'étais triste, ajouta Chloé, toujours méfiante. Stéphane s'accroupit aussi, tendant la main avec précaution. Manon, tu te souviens quand on faisait du chocolat chaud ensemble le dimanche matin? Et toi, Chloé, tu te rappelles quand tu m'as appris à dessiner des marguerites comme tu les aimes? La reconnaissance commença à briller lentement dans les yeux des filles. C'étaient des fragments de souvenirs qui avaient été enfouis, mais pas complètement perdus. Papa chocolat, murmura Manon, utilisant l'expression qu'elle seule connaissait. Chloé fit un pas de plus, étudiant le visage de Stéphane avec intensité. Tu me laissais utiliser ton crayon spécial pour dessiner, ce crayon bleu qui avait des pouvoirs magiques. C'est exact, confirma Stéphane, sa voix brisée par l'émotion. Léa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approcha timidement des jumelles. J'ai vu vos dessins là où on habitait avant. Les papillons de Manon et les fleurs de Chloé. Les filles regardèrent Léa avec curiosité, mais gardaient encore leur distance. Le processus de reconnexion serait long et délicat. Henri se racla la gorge, clairement mal à l'aise. Peut-être devrions-nous parler seuls d'abord. Les filles peuvent rester dans le jardin pendant que les adultes discutent. Pendant l'heure qui suivit, dans une conversation tendue dans le salon, toute la vérité fut révélée. Henri et Marie racontèrent comment Valérie était apparue à leur porte 6 mois plus tôt, amenant 2 filles traumatisées et mal soignées. Ils avaient essayé de contacter les autorités, mais Valérie avait présenté des documents qui semblaient officiels, affirmant que les filles étaient orphelines à la recherche d'un foyer temporaire. Nous avons perdu notre fils unique il y a 15 ans, expliqua Marie en essuyant ses larmes. Quand les filles sont arrivées, c'était comme si notre famille redevenait complète. Elles nous ont apporté une joie que nous pensions avoir perdue pour toujours. Stéphane comprenait leur douleur, mais sa propre angoisse était insupportable. Vous comprenez quelles sont nos filles, que nous avons souffert pendant 2 ans en pensant que quelque chose de terrible leur était arrivé. Bien sûr que nous comprenons, répondit Henri. Mais vous devez aussi comprendre que pour les filles, nous sommes la seule famille stable qu'elles connaissent depuis des mois. Forcer une séparation abrupte pourrait les traumatiser encore plus. C'est alors que Marie fit une proposition inattendue qui allait tout changer. Et si nous trouvions un moyen de tous rester dans leur vie? Elle pourrait passer du temps avec vous et avec nous. Nous avons des ressources financières, et vous avez l'amour des parents biologiques. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons leur donner la stabilité qu'elles méritent. Sandrine regarda Stéphane avec surprise. L'idée était non conventionnelle, mais elle offrait une solution qui pourrait bénéficier à tous. Vous feriez vraiment ça? Demanda Stéphane, n'en croyant pas ses oreilles. Nous aimons ces filles comme si elles étaient nos petites filles, dit Henri. Si cela signifie les partager avec vous pour qu'elles soient vraiment heureuses, alors c'est ce que nous ferons. Mais à ce moment, des cris provenant du jardin interrompirent la conversation. Ils se précipitèrent dehors et trouvèrent Léa par terre, en larmes, tandis que Manon et Chloé la regardaient, effrayées. Elle a dit qu'elle allait partir parce que maintenant vous avez retrouvé vos filles, expliqua Chloé, les larmes aux yeux. Mais on ne veut pas qu'elle parte. Elle a l'air triste, comme nous avons. Stéphane réalisa qu'il avait complètement sous-estimé l'impact émotionnel que cette situation aurait sur Léa. La fillette avait enfin trouvé une famille, juste pour voir cette famille se réunir avec ses vraies filles, la laissant à nouveau sans place dans le monde. Dans ce jardin fleuri de grâce, 5 enfants et 4 adultes faisaient face à la tâche complexe de reconstruire non pas une, mais plusieurs familles qui avaient été brisées par des circonstances tragiques. Et Stéphane perçut que la partie la plus difficile de son voyage ne faisait que commencer. 6 mois après les retrouvailles à Grasse, la vie de Stéphane s'était transformée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La solution non conventionnelle proposée par les Vanderberg avait fonctionné mieux que quiconque aurait pu le prévoir, mais non sans ses complexités et ses moments de profonde douleur. Manon et Chloé partageaient désormais leur temps entre le domaine floral de Grasse et la maison de Stéphane à Chinon. En semaine, elles fréquentaient une école bilingue à Grasse, où elles apprenaient le français et le néerlandais, vivant avec Henri et Marie. Les week-ends et les vacances, elles restaient avec Stéphane, Sandrine et Léa, reconstruisant lentement les liens familiaux qui avaient été interrompus. Le processus n'avait pas été facile. Au début, les filles se sentaient déchirées entre 2 mondes, 2 familles, 2 réalités. Chloé, toujours plus introspective, passa des semaines à demander pourquoi elle avait été laissée dans le parc ce jour fatidique. Manon développa des cauchemars récurrents où elle se perdait constamment, se réveillant en hurlant,
appelant tantôt « papa », tantôt « OPA ». Mais ce fut Léa qui apporta la guérison inattendue à toute la famille. Après cette crise émotionnelle dans le jardin du domaine, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Manon et Chloé, reconnaissant dans la tristesse de Léa un miroir de leur propre douleur, prirent une décision qui surprit tous les adultes. Elles demandèrent à Léa de rester avec elles, déclarant qu'elle était leur sœur de cœur et qu'elle ne voulait pas vivre sans elle. Lupi n'a pas non plus de papa et de maman, comme nous avons, avait dit Manon avec sa sagesse enfantine. Maintenant, on a toute une famille, personne ne reste seul. Ce qui avait commencé comme une proposition innocente d'enfant se transforma en une réalité juridique complexe mais aimante. Sandrine, surprenant tout le monde, y compris elle-même, fut celle qui suggéra d'adopter officiellement Léa. « J'ai perdu 2 ans avec mes filles », avait-elle dit les larmes aux yeux. « Je ne perdrai pas un seul jour de plus à être la mère de cet enfant qui a tant besoin d'amour. » Maintenant, par un matin ensoleillé d'octobre, Stéphane observait les 3 filles jouer dans le jardin de sa maison à Chinon. Léa, qui avait pris du poids et dont les cheveux brillaient désormais, soyeux et bien coiffés, apprenait à Manon et Chloé à faire des dessins dans la terre avec des brindilles, une compétence acquise pendant ces mois difficiles dans la rue. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. À la porte, il trouva un homme d'âge moyen accompagné d'une femme qui tenait une photographie à la main. « Monsieur Dubois ?» demanda l'homme nerveusement. « Mon nom est Nicolas Leroy. Voici ma femme, Sophie. Nous avons appris que vous aviez eu contact avec une femme nommée Valérie Mercier. » Le cœur de Stéphane se serra. Au cours des derniers mois, il avait reçu plus d'une douzaine de visites similaires. Des parents désespérés qui avaient découvert, par un réseau informel d'information, que Valérie pourrait avoir des pistes sur leurs enfants disparus. « Entrez, je vous en prie », dit Stéphane en les conduisant au salon. Sophie tendit la photographie avec des mains tremblantes. « Notre fils Léo a disparu il y a 3 ans. Il avait 5 ans à l'époque. Une voisine nous a dit qu'elle avait vu une femme correspondant à la description de Valérie lui parler dans le parc une semaine avant sa disparition. » Stéphane examina la photo du garçon, cheveux foncés, grands yeux, sourire timide. Son esprit retourna immédiatement au hangar où il avait trouvé les dessins de ses filles. Il y avait des centaines de gribouillages d'enfants sur ces murs. Combien d'autres enfants étaient passés par là? Combien d'autres familles souffraient comme il avait souffert? Valérie est internée dans un hôpital psychiatrique à Paris, informa doucement Stéphane. Elle a développé une démence précoce et ses souvenirs sont fragmentés. Mais je peux vous donner l'adresse pour que vous essayiez de lui rendre visite. C'est alors que Léa apparut dans le salon, s'arrêtant brusquement en voyant les visiteurs. Ses yeux se fixèrent sur la photographie que tenait Sophie, et elle pâlit visiblement. « Léo » murmura-t-elle en s'approchant lentement. Léo restait toujours dans le coin du hangar à dessiner des petites voitures. Nicolas et Sophie se regardèrent avec un mélange d'espoir et de terreur. « Tu as connu notre fils ?» demanda Nicolas, la voix étranglée. Léa acquiesça gravement. « Il parlait beaucoup de vous. Il disait que son papa réparait des voitures et que sa maman faisait un gâteau au chocolat le dimanche. » Sophie s'effondra en sanglots. C'était exact. Léo adorait parler du garage de son père et des gâteaux spéciaux que Sophie préparait. Tati Valérie l'a emmené avec les autres dans une famille, continua Léa. Mais je me souviens qu'il a beaucoup pleuré. Il ne voulait pas partir. Au cours des 3 heures suivantes, Léa parvint à se souvenir de détails cruciaux qui menèrent Nicolas et Sophie à une ferme dans la campagne normande, où ils retrouvèrent Léo vivant avec une famille qui croyait s'occuper d'un orphelin. Encore des retrouvailles impossibles devenues réalité. Ce soir-là, après le départ des Leroy avec des informations qui pourraient réunir leur famille, Stéphane s'assit dans le jardin avec Sandrine. Ils s'étaient lentement rapprochés au fil des mois, unis non seulement par l'amour pour leur fille, mais par une compréhension mutuelle de la souffrance qu'ils avaient endurée. « Tu te rends compte de ce que nous faisons ?» demanda Sandrine, en observant les filles jouer sous le clair de lune. « Nous aidons d'autres familles à se retrouver. » Stéphane hocha la tête, pensif. Léa se souvient de tant d'enfants qui sont passés par ce hangar. Chacun d'eux a une famille quelque part, qui souffre comme nous avons souffert. C'est ainsi que naquit le projet qui allait changer non seulement leur vie, mais celle de dizaines de familles dans la région. Stéphane utilisa ses ressources entrepreneuriales pour créer la Fondation Retrouvailles, une organisation dédiée à localiser les enfants disparus et à réunir les familles brisées.
Sandrine retourna à ses études, obtenant un diplôme en psychologie pour aider à la prise en charge des familles traumatisées. Henri et Marie devinrent des collaborateurs internationaux, utilisant leurs contacts dans la communauté néerlandaise pour étendre le réseau de recherche. Et Léa, avec sa mémoire extraordinaire et sa connaissance du système informel de sauvetage d'enfants créé par Valérie, devint une pièce maîtresse du processus de localisation. Bien que n'étant qu'une enfant, sa contribution fut inestimable pour réunir des familles qui avaient perdu espoir. En décembre de cette année-là, lors de la fête de fin d'année de la Fondation Retrouvailles, Stéphane se retrouva entouré de plus de 40 enfants qui avaient été réunis avec leur famille grâce au travail de l'organisation. Au centre de la salle, Manon, Chloé et Léa jouaient ensemble, leur rire résonnant dans la pièce. « Papa » dit Manon en courant vers lui avec un dessin à la main. « Regarde ce que j'ai fait pour toi. » Le dessin montrait une grande maison avec de nombreuses fenêtres. Dans chaque fenêtre, il y avait une famille différente, père, mère, enfants, tous souriants. Au centre de la maison, une famille spéciale, Stéphane, Sandrine, Manon, Chloé et Léa, entourée d'une clôture en forme de cœur. « C'est notre maison des retrouvailles », expliqua Manon, où toutes les familles perdues retrouvent leur chemin. Chloé les rejoignit, tenant une marguerite jaune qu'elle avait cueillie dans le jardin. « Et celle-ci, c'est pour ma Marie, dit-elle, pour se souvenir qu'elle et Opéa Henri font aussi partie de notre famille. » Stéphane serra ses 3 filles, biologiques et de cœur, dans ses bras, ressentant une profonde gratitude pour le voyage tortueux qui les avait menés jusque-là. La douleur de la disparition ne serait jamais complètement effacée, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus grand, un but qui donnait un sens à la souffrance et de l'espoir à d'autres familles brisées. Ce soir-là, en observant les étoiles depuis le jardin de sa maison, Stéphane réalisa qu'il avait trouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours, non seulement ses filles, mais sa propre capacité à transformer la douleur en amour, le désespoir en espoir, et la solitude en famille. L'histoire qui avait commencé avec la disparition de 2 filles dans un parc était devenue l'origine de centaines de retrouvailles impossibles. Et au centre de tout, 3 filles qui avaient appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, mais ceux qui partagent le même amour, les mêmes larmes et la même détermination de ne jamais laisser personne perdu dans le monde. 1 an après la création de la Fondation Retrouvailles, la vie de Stéphane avait trouvé un équilibre qu'il n'aurait jamais cru possible. La douleur de la disparition de ses filles s'était muée en un dessin plus vaste qui donnait un sens à chaque jour. Ce soir-là, pendant le dîner en famille, Stéphane, Sandrine, Manon, Chloé et Léa, les filles racontèrent leur journée en mêlant le français à des mots néerlandais appris avec leurs grands-parents de cœur. C'était une famille non conventionnelle, écartelée entre 2 villes et 2 pays, mais elle était réelle, solide et pleine d'amour. Et quand Stéphane regarda par la fenêtre et vit les lumières de Chinon s'allumer dans la nuit, il sut qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir, la certitude que peu importe à quel point nous pouvons être perdus, il y a toujours quelqu'un qui nous cherche. Il y a toujours une famille qui attend de nous accueillir, et il y a toujours l'espoir que l'amour triomphera de la séparation. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je promets d'apporter chaque jour des vidéos qui rendront votre vie plus heureuse. Commentez ce que vous avez pensé de mon histoire en donnant une note de 0 à 10, et merci beaucoup. Oui.